La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. On s'excuse du retard, Yvan. Ça m'arrive. C'est une grosse production de cinéma où il y a toujours du retard au cinéma. C'est un peu comme ça, oui. Puis en zone rouge, des fois, c'est tough. Tout se passe bien? Tout va, oui, tout va absolument très bien, oui. Alors, on va commencer tout de suite. Je veux savoir, quand vous étiez arbitre dans la Ligue nationale d'impro, tu sais, on juge tellement, nous autres, dans le hockey, les arbitres, puis je regardais aujourd'hui une finale Québec-France, puis j'étais comme, c'est donc, moi, je trouvais ça intéressant, puis j'enregistrais toujours les shows de la LNI. C'était-tu intimidant? On a-tu peur de faire une erreur? Comment ça se passe dans la LNI? Au départ, c'est de l'improvisation. Alors, tu te lances, tu es sur un fil, mais j'avais mes protections. J'avais. Moi, j'ai arbitré pour gagner un petit peu d'argent les week-ends, Moustique, Pee-Wee, tout ça. Et puis, j'avais quelques arbitres qui étaient comme, non pas mes idoles, mais en tout cas mes repères. Puis quand j'ai commencé la LNI avec un bon ami, Robert Gravel, qui est l'inventeur du jeu, il me dit, ça faisait longtemps, il cherchait des jeux. Il voulait comme faire de l'improvisation sur le Monopoly, par exemple, puis ça ne fonctionnait pas. Puis là, je me souviens, un après-midi, il me dit, écoute, il dit, il va y avoir une patinoire, il va y avoir deux équipes, un maître de cérémonie, un organiste, et puis fait là, il dit, deux équipes de joueurs. Je dis, ah oui, combien de joueurs? Deux équipes de 6 joueurs. Puis comme j'étais proche de lui, je dis, ça y est, moi, il m'en parle, je vais avoir une job, je vais jouer. Fait que, il me dit, puis en passant, il y a un arbitre. Ah oui, oui. Puis il dit, c'est toi l'arbitre. Ah bon. Et première, un peu de déception. Puis après, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Il dit, il lit les thèmes. Tu sais? Pas grand-chose à faire là. Sauf qu'arrive le premier show, on peut dire une générale avant, mais que je disais qu'il n'y avait rien à voir avec une générale au théâtre parce que c'est de l'improvisation. On ne connaît pas le scénario, il n'y a rien d'écrit. Arrive le premier show, puis là, il y a du public. Et là, tout à coup, pour moi, en tout cas, c'est l'instinct d'acteur qui doit prendre le dessus absolument. Puis je me forge un personnage. Je me forge un personnage à partir des arbitres que j'ai vus dans la Ligue nationale. Et puis je deviens cet arbitre-là et qui gagne, je ne sais pas moi, 80 000 par année, et puis qui est l'autorité et qui mène le jeu. Et ça m'a vraiment sauvé parce que, justement, l'improvisation, les pénalités, le monde n'était pas d'accord, les joueurs n'étaient pas d'accord, on expulse des joueurs, bon, tout le truc de l'arbitre. Alors, c'est ça qui est arrivé dans le fond. Je veux dire, je me suis tellement simplifié la vie en ayant un personnage d'arbitre. Il a été très, très payant aussi parce que la LNI, c'est un merveilleux happening. Et comme dans tout bon scénario de film ou de théâtre, ça prend un bon et ça prend un méchant. Quand tu as un bon et un méchant dans un scénario, ça va loin. Alors, moi, j'étais le méchant et puis eux autres étaient bons puis ils jouaient tout ça, mais c'était correct. Dans le fond, c'est devenu très, très bon pour le show de la LNI. Parce qu'il y a eu des grands acteurs qui sont passés par la LNI. Là. Quand tu regardes des Réal Bossé, Edith Cochrane, tout ce qui se fait de plus grand au Québec ont passé par la LNI. Oui, puis une génération bien avant vous autres, les Norman Brathwaite de ce monde qui sont passés là, tellement que les agents de casting, les producteurs, ils allaient là à la LNI, ils allaient voir le show, puis ils recrutaient comme ça. Ils disaient, wow, OK, lui est pas mal dégagé, lui a de la parole. Parce que ce merveilleux show-là, tu es à la fois un acteur, un metteur en scène, puis un auteur. C'est toi qui écris le scénario. Tu sais. Mm-hmm. Alors, oui, il y a du grand monde qui est passé par là. Tu sais. Est-ce qu'il y a... Je dis, il m'en vient un, là, parce que moi, c'était un des plus grands pour moi, mais Michel Rivard a été joueur à la LNI. Michel Rivard. Il avait toute la poésie, l'écriture de chansons de Michel Rivard, mais il avait justement ce sens d'écrire quelque chose en 2 minutes et demie, 3 minutes, tu sais. Mais alors, pas dans ses années Beau Dommage. Exactement. Sérieusement? Il jouait dans LNI dans ses années Beau Dommage? Comment? Il jouait dans LNI dans ses années de Beau Dommage? Un tout petit peu après Beau Dommage, oui.
Est-ce qu'on pouvait sentir une certaine pression, justement, du côté des acteurs puis tout ça, parce que c'est de l'improvisation, mais comme vous venez de mentionner, il y avait des gens dans la salle qui étaient là pour analyser puis recruter des talents. Oui, c'est certain. Mais il y avait énormément de pression. Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai vécu justement avec mon œil d'arbitre. Dans le fond, ce que Gravel m'avait pas dit, c'est que je devenais un petit peu le metteur en scène ou le directeur artistique de cette affaire-là, puisqu'il y avait les pénalités. Et ça, je veux dire, c'est vraiment le monde à l'envers, ce show-là d'improvisation. Les joueurs entraient sur scène comme quand vous autres, vous entriez au Centre Bell. Et le numéro, et Guillaume Latendresse, ouais! Alors, ils applaudissaient, tu sais, hey, Robert Gravel, numéro 8, ouais! Mais, fuck, Gravel, il n'avait rien fait encore, là. Les gens l'applaudissaient, mais je veux dire, ils ne savaient pas ce qu'il allait donner comme performance, tu sais. Et ça, c'est le côté sport tout à fait inimaginable de ce truc-là. Alors, il y avait donc énormément de pression. Le joueur, il jouait pour être bon. Et puis, il y a tout le côté pervers que Ravel a apporté là-dedans, qu'on ne voit pas au théâtre, mais le joueur, il jouait pour marquer un but. Il ne jouait pas nécessairement pour faire une passe. Il jouait pour marquer un but. Il jouait pour avoir une étoile à la fin du match. Alors, tu comprends, il jouait pour être sur le devant de la scène tout le temps. Alors là, arrivaient justement les pénalités que tu n'écoutais pas l'autre, ce qu'il faisait, tu en faisais trop, tu cabotinais, tu sais. Alors, et là, le joueur se fait punir une fois. Et là, la règle, c'est que si tu es puni 2 fois, tu es out of the game, expulsé. Et là, ça, c'est dur pour l'ego d'un joueur, c'est dur pour l'ego d'un acteur. Alors, il y avait cette dureté-là de la game, mais c'était drôlement intéressant tout ça. Est-ce que ça changeait-tu votre jugement, par exemple, si on savait qu'un acteur, justement, était sous la loupe, qu'il y avait des gens dans la salle pour regarder son talent? Est-ce que de le sortir du match, c'était plus difficile? Non, je n'ai jamais trouvé ça difficile. Si j'avais trouvé ça difficile, ou tu sais, dire, il y a une chose que j'ai compris vite, c'est que quand tu es arbitre à la LNI, c'est peut-être pareil au hockey, mais quand tu es arbitre à la LNI, tu n'as pas de chum. C'est ça. Si tu as un chum, alors tellement qu'avec mes 2 juges arbitres, on avait développé au fil du temps que on n'allait pas manger au même resto que les joueurs. On faisait vraiment notre affaire. Et puis, parce que le joueur il venait, puis il disait ouais, mais pourquoi tu m'as puni? Puis pourquoi tu n'as pas puni l'autre? Mais tu ne penses pas que moi j'ai fait telle affaire? Fait que là, on était comme obligé de rejouer toute la game. Après l'avoir vécu, tu comprends, fait que ça n'avait pas de truc. OK, fait que c'est pas un club de plaisir, là. C'est pas un club de plaisir. Les premières belles... Vous autres, vous aimez ça, les anecdotes, les gars. On est là pour ça, nous autres. Une des premières games qu'on fait, on joue contre une équipe, c'est Lorraine Pintal, qui est maintenant directrice du Théâtre du Nouveau Monde. Et puis, elle a son équipe, puis il y a l'équipe de la LNI. Et je punis un joueur à la fin de la 2e période. Et là, ils ne sont pas d'accord. Elle dit, je ne suis pas d'accord. Si vous punissez mon joueur, je retire mon équipe. Et puis, je dis, retirez-la, votre équipe. Tu comprends? C'est votre affaire. Retirez-la, votre équipe. Tu sais. Ils partent, puis ils sortent. Tu sais. Et moi, je fais, bon, jeu, match, et à l'équipe des Bleus, voilà, la game est finie. Tu sais. Et là, je m'en vais dans les loges, Là, ils me disent hey, c'était bon, quel coup de théâtre qu'on a fait là, tu sais, joué qu'on a, tu sais. On y retourne pour la 3e, ça va être bon, tu sais. Comment ça, retourner pour la 3e? Vous venez d'être defaulté. Ben oui, c'était une joke, là. On fait ça pour s'amuser, là, tu sais. Non, on ne fait pas ça pour s'amuser. Vous avez dit que vous quittez. Le match a été gagné. Oui, mais le monde dans la salle, le match est fini, ils s'en vont chez eux. Ça fait mal. Comment est-ce qu'on se sent? Il y a les 2 équipes, il y a les coachs, il y a tout le monde, mais comme arbitre, quand quelqu'un se plante, tu sais, qu'on est là, puis là, tu assistes à quelqu'un que ça y va pas pantoute. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu l'aider? Non, tu peux pas vraiment l'aider. Il se plante, et puis faut qu'elle voie son coach à un moment donné. Tu sais. La seule chose qui pouvait aider un tout petit peu, c'est qu'il y avait, selon la vieille tradition du forum, les gars, il y avait des claques. Vous vous souvenez de ça? Vous avez vu quand même. Vous savez, quand tu as un manteau du chapeau, toutes les claques s'en allaient, ça glace. Ouais. Moi, je l'ai vu dans la série Béliveau à Historia. Oui.
Alors là, quand il y avait les joueurs, le public, quand il rentrait dans la salle, ils avaient un carton de vote, bleu, rouge, selon les couleurs, puis ils avaient une claque. Et ça, Gravel avait tout, lui, justement, il était dans le mode historia de ça, tu sais. Alors, les gens pouvaient lancer leur claque quand bon leur semblait, s'ils étaient en désaccord avec, ou s'il y avait un gros jeu. Mais les gens lançaient la claque si ça allait pas bien, l'improvisation, si c'était plate. Le public était comme cruel, il voulait du stop. Alors là, les claques se lançaient. Là, l'arbitre disait nettoyage. Fait que là, on nettoyait les claques. On faisait comme une vraie patinoire, un vrai centre belle. Pendant ce temps-là, au moins, le joueur pouvait s'en aller au banc avec son coach. Les autres joueurs lui dire l'avenue que tu viens de prendre, le créneau que tu viens de prendre, c'est pas tellement solide. Essaye d'autres choses. Passe autrement. Tu sais. Alors, ça, c'était une façon. Mais sinon, ils étaient tout le temps sur la corde raide. Tu sais. Wow. Mais ils pouvaient se venir, s'ils se plantaient, si l'improvisation était appelée illimitée, joueur illimité, mais tu avais toujours un ou deux joueurs de son équipe qui pouvaient venir l'aider. Ça, c'est comme les pieuvres à Détroit puis les rats en Floride, c'est ça? Ah, c'est le même principe, oui. Oui. Ah, j'adore ça, c'est tellement le fun, honnêtement. Je trouve ça le fun. Puis c'est à partir de la LNI, puis après ça, l'animation est rentrée. D'où vient la passion du tennis? Tu sais, on connaît ta voix à cette heure là, avec RDS, puis avec Hélène Pelletier, que vous avez décrit tous les plus grands matchs. Là. Ça vient de où, cette passion? Tennis, j'ai commencé tard, j'avais 12 ans, j'ai commencé à jouer au tennis, puis je me suis mis à jouer qu'à ça, qu'au tennis. Évidemment, à l'époque, c'était le tennis l'été, puis le hockey l'hiver. J'ai commencé à jouer à ça. Je me suis rendu... j'ai fait quelques petits tournois juniors, mais vraiment zéro performance. J'étais comme vraiment pas bon. Puis après, donc 17-18 ans, après ça, je suis rentré à l'école de théâtre un petit peu plus tard que ça. J'ai complètement lâché le tennis. Puis j'y suis revenu quelques années après. Comme je n'avais pas la tête de DiCaprio, je ne l'ai toujours pas. Je n'avais pas des grands rôles quand je commençais. J'ai commencé tout petit ma carrière au théâtre. Fait que j'avais le temps de rejouer au tennis. Puis, donc, j'ai toujours gardé ce truc-là. Par contre, avec ce que j'ai appris comme métier au conservatoire, puis après, en faisant du théâtre, j'ai fait de la mise en scène aussi, je m'étais dit, et ça fait partie de mes programmations, je m'étais dit, j'aimerais ça un jour être là, sur le bord des lignes et puis faire des interviews avec les joueurs de tennis parce que je suis toujours resté accroché à la force mentale qu'ils ont. C'était one-on-one. Pour moi, c'est aussi fort que le joueur de golf qui, pour X milliers de dollars, il faut qu'il la mette dans le trou. Tu sais. Ça, pour moi, je trouve que ça demande une force, mais incroyable. C'est inhumain. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans la tête de ces joueurs de tennis-là. Puis, en fait, ce n'est pas exactement ça que je fais, mais quelque part, d'une certaine façon. Une autre longue histoire. Vous voulez l'entendre? Oui, toujours. On n'est pas pressés, nous autres. On n'est pas pressés, nous. On prend le temps que tu as, Yvan. On a un couvre-feu à 8 heures, nous autres, Yvan. Max, ce qui m'inquiète moins, c'est que moi, je quittais l'antichambre à 10h30, 11h, puis Yvan arrivait pour faire les internationaux à 3h du matin. Fait que je sais qu'il est capable de se coucher tard. Non, mais ce qui est arrivé, c'est que, bon, je la fais, ma longue histoire courte. C'est que, puis tantôt, on parlera de lancer compte, mais sur lancer compte, j'ai connu Michel Bergeron. Et puis, Michel, il a eu son truc au cœur à un moment donné, il a été sur le carreau. Puis, avec Michel Tremblay de CJMS à l'époque, maintenant 98.5, ils ont dit ce serait le fun qu'on fasse un show l'été, les deux coachs de hockey, et puis on va faire nos lignes ouvertes l'été. Et à l'époque, on faisait ça depuis le stade olympique, les expos jouaient. Alors, on a fait ça. Puis, Michel a joué beaucoup au baseball. Donc, pendant qu'on faisait les lignes ouvertes, je ne parlais pas trop. Les expos s'en vont sur la route pour une douzaine de jours et ça donne avec ce qu'on appelle maintenant la Coupe Rogers. Alors, on s'en va faire la ligne ouverte au stade Jarry. Et puis, là, je suis plus dans mon élément. Alors, il y a des lignes ouvertes et je parle et j'échange beaucoup plus avec les gens. On retourne au stade et quelques jours plus tard, j'ai les deux patrons de RDS à la fin du show qui viennent me voir et me disent « On t'a écouté l'autre jour, il y a 2 semaines, est-ce que tu aimerais ça venir faire le tennis à RDS? »
Alors, wow, j'ai fait yes, oui. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé, que je suis devenu animateur tennis, puis que dans le fond, ben, je rejoins un peu ce que j'ai programmé, c'est-à-dire travailler très, très proche du monde du tennis. Puis ça fait combien de temps maintenant, là? Je pense que c'est 92, ça fait pas Wow. mal de temps. Wow! Ça a été quoi vos plus beaux moments dans le monde du tennis? Il doit y avoir un moment qui est venu vous chercher profondément. Ah, pour moi, il y a un grand moment qui n'est pas un moment de finale, mais que ça a duré. C'est toute l'histoire du Brésilien Gustavo Guga Kirten, qui à l'époque a des vêtements qui ne sont pas les Nike de ce monde, qui est une petite société là-bas au Brésil. Il a les cheveux bouclés, il a un bandana. Puis quand il arrive, il n'est même pas joueur tête de série, il est 60 quelques tièmes au monde, puis il se rend, puis il gagne le tournoi. Et là, son histoire commence, une histoire de rêve avec Roland Garros, avec les Français. Et l'année d'après ou 2 ans d'après, on se retrouve le premier dimanche, ça joue toujours sur une quinzaine, et là, il en arrache et il risque de perdre le match contre un Américain. Et il s'en sort. Et après le match, il s'étend, il commence d'abord avec sa raquette à tracer quelque chose sur le terrain, sur la terre battue, et on se rend compte que c'est un cœur, un immense cœur, et il va s'allonger, les bras en croix, au milieu de ce cœur-là. Les Français, c'est le délire. Ça, c'était vraiment un grand moment. Tu sais, je rejoins la LNI de tantôt. Tu sais, les grands moments où, en fait, ces gars-là, OK, partout, je veux dire, c'est du show business, c'est du sport business, mais je veux dire, les athlètes, vous êtes des artistes. Alors, je veux dire, lui, il était devenu un sens, là, vraiment, là, et un charisme. Là, les gens voyaient là un artiste qui est un winner, et je veux dire, ça a soulevé la foule. Et cette histoire d'amour-là, ça a jamais. Il retourne encore à Paris et les gens sont fous de lui. Évidemment, ben, il y a Federer et Nadal. Federer et Nadal, ça, c'est out of this world. Là. C'est des décennies et décennies. Je disais encore l'autre jour, en voyant Nadal, il a été numéro 1 pendant 3 décennies. C'est absolument incroyable. Il s'en va sur 35 ans. Et puis, il y a 12 Roland Garros de gagner. Ça, c'est des histoires incroyables. C'est des grands, grands, grands moments. Est-ce que vous voyagez? Le dernier grand moment, c'est quand Bianca Andreescu est allée gagner le US Open. Ça, c'était débile, Ah, ça. ouais, Ça, c'était vraiment parce qu'elle avait joué 2-3 semaines avant la Coupe Rogers à Toronto face à Serena. Serena avait comme defaulté, n'avait pas pu finir le match. Bianca est allée la consoler, vraiment, avec une petite fille de 19 ans. Tu sais. Et là, elle joue en finale contre Bianca et tu sais, du temps que c'était normal, là, quand il y avait 22 000 personnes dans des stades, Ouais. il y avait 22 000 Américains aussi contre. Puis elle gagne, elle mène 5-2, puis là, elle commence à se faire remonter. Puis dans la petite histoire du tennis canadien, on a vu nous autres tellement ça souvent, tu sais, des joueurs qui mènent, mais qui ne sont pas capables de planter le dernier clou, puis qui se font battre, puis déception. À se faire remonter, les gens qui sont là, tu sais, mais a réussi à gagner, à coiffer Serena, puis à gagner l'US Open. Ça, veut dire grands moments de frisson garantis. Voyagez-vous sur la route beaucoup? La plupart du temps, c'est en studio. Oui, on est en studio. On était sur la route un tout petit peu, mais non, on est vraiment en studio maintenant. Puis remarque, ce n'est pas tant si grave parce que j'avoue qu'avec, bon, c'est sûr que, tu sais, regarde là, on est en distance, mais si on était collés, ce serait encore différent, ce qu'on aurait comme relation. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas parler directement au coach, à certains joueurs avant les tournois quand on est en qualification, mais on glane toutes les informations qu'on veut. Moi, je peux avoir des informations depuis l'Australie, j'en ai depuis l'Espagne, depuis l'Italie. Alors, on réussit quand même. Puis le show maintenant, depuis quelques années, le show tennis est vraiment bien shooté. Les plans de caméra sont bons. Tu as l'ensemble du match, il coupe une réaction du public. Ensuite, tu as le gros plan sur le joueur. Tu sais exactement ce qu'il vit s'il y a une balle de match. Tu sais exactement ce qu'il vit s'il y a balle de blé contre lui. Ça, c'est pour le show tennis, il est vraiment bien shooté. On vit les émotions un petit peu plus, c'est vrai, ça. Oui. On peut le sentir. Quand tu fais des entrevues, Yvan, je suis sûr que tu t'attends à parler des boys, lancer compte, slap shot, c'est sûr, ça a marqué le peuple québécois. Tellement, Tellement fait autre chose. C'est quoi la chose que tu aimes le plus parler?
Tu sais, ça peut être lancé compte, c'est pas grave, mais c'est quoi la chose que tu dis quand je vais en entrevue ou que tu n'as pas parlé assez, que tu dis, hey, ça, j'aime ça parler de ça? Ah, si tu me poses quelque chose, je ne me suis jamais posé cette question-là. Vraiment pas, non. Parce Non. qu'on dirait qu'on vous reçoit, on faisait les affaires, puis j'étais comme, tu sais, oui, on va parler, c'est sûr, de la Slapshot, lancé compte, les boys, mais. Écoute, je te dirais que pour bien vivre le moment présent, c'est tantôt quand je te raconte, ça, je n'ai pas prévu, c'est Ouais. plus ça quand je te raconte des trucs de Robert Gravel qui me cassent comme arbitre, parce que ça, c'était un moment marquant. Tu sais, puis les moments, justement, où ça a chauffé avec des joueurs qui, au début de la game, te parlent, mais après la game, ils ne te parlent pas parce que tu les as expulsés. Tu sais, ouais, des trucs comme ça. Ça, dans le fond, faites-moi parler d'eux, puis moi, il y a quelque chose qui va m'allumer. Ah, c'est ça. Ben, moi, dans le même style de question, moi, je veux savoir, tu sais, un joueur de hockey, nous, dans notre monde, on a un grand soutien au Québec. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs de hockey, beaucoup d'entraîneurs et tout ça, le hockey mineur. Mais de votre côté, votre plan de carrière, comme, tu sais, est-ce que c'est bien soutenu ou c'est vraiment quelqu'un qui décide qu'à un moment donné, c'est ça ma carrière, c'est ça mon plan. Je sais qu'à un moment donné, vous vouliez être enseignant. Comment que ça s'est concrétisé, votre carrière? Puis quand est-ce que c'était clair pour vous que c'est ça que je veux faire dans la vie? C'est ça, 3 années de conservatoire. En faisant ces 3 années de conservatoire-là, je me suis dit, moi, je ne veux pas faire que de l'art, je veux faire de l'art. Autrement dit, je veux gagner ma vie. Ouais. Alors, J'aime ça. Ah, c'est bien dit. J'aime ça. je veux être capable de mettre du beurre de pinot sur mes toasts à la fin de chaque mois. Et je ne vais certainement pas attendre de m'asseoir dans le fauteuil du salon pour que le téléphone sonne. Ouais. Alors ça a été ma drive. Et ça a été aussi de me dire, et je voulais être un metteur en scène, je veux faire de la mise en scène, je ne veux pas être juste acteur. Donc, je me suis dit, pour faire de la mise en scène, il faut que je connaisse l'éclairage, il faut que je connaisse les vocabulaires, le jargon des décorateurs de costumes, des décorateurs de scène, au son et tout ça. Alors, j'ai fait toutes sortes de trucs. J'ai fait tous ces métiers-là. Et puis, je me suis retrouvé, bon, j'en ai une, puis ça je vais être content de vous la raconter. En faisant ces trucs-là, il y a un gars qui n'est plus avec nous maintenant, mais ça prend toujours, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais ça prend toujours quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui t'écoute. Ouais, Max, il y a Alain Vigneault. Qui est Alain Vigneault. Et tu ne l'oublieras jamais, hein, tu comprends? Son père, c'est son père. Voilà. Moi, j'avais un gars, Yvan Canuel. Yvan Canuel, un homme de théâtre, metteur en scène. Lui, je l'avais croisé comme ça avait été sympathique. Et là, après, je l'appelais. Mais il y en a beaucoup qui ne répondent pas à ton appel. Mais lui, il répondait à mes appels à chaque fois. Puis, à un moment donné, j'ai dit, as-tu quelque chose? Ah non, j'ai rien, il n'y a rien pour toi là-dedans. Ah ouais, je réessaye encore une fois. Y a-tu quelque chose? Et là, il me dit, non, là, je fais cette pièce-là, mais je ne vois pas, là, tu sais. Et là, moi, je lui ai dit, écoute, je sais quelle pièce tu fais, puis il y a un tout petit rôle, tu sais. Puis moi, je veux le faire parce que je veux juste le faire, pas attendre. Non, non, Yvan, tu as trop de talent, je ne veux pas te donner ce petit rôle-là. OK, on ne prendra pas non pour un... Hein? Je le rappelle. Je dis, Yvan, est-ce que tu as ton assistant metteur en scène? Non, je n'ai pas trouvé ça encore, je n'ai pas pensé. OK, je te suggère quelque chose. Je fais ton assistant metteur en scène, puis j'ai regardé, là, tu n'as pas besoin du metteur en scène ou du directeur de plateau quand le personnage est sur scène. Ah, il dit, OK, fais-les. Tu sais? Là, c'était génial parce que ce que j'ai dit, écoute, tu te rends compte de ce que tu m'offres, là? Parce qu'un petit rôle, j'aurais peut-être été 2-3 jours de répétition sur 6 semaines. Là, étant son assistant metteur en scène, j'étais de toutes les répétitions. Wow. Je prenais des notes sur tout, j'apprenais, je voyais les acteurs jouer, tellement que la vie s'est écrite comme ça. On a été joué à Paris, Théâtre de la Renaissance à Paris, et j'étais directeur de plateau. Wow. Et alors ça, c'est déjà une première pas pire expérience, avec les autres machinistes français, et, comment ils font ça là-bas. Avec le pompier en coulisses. Non, ça ne vous allume pas. Le pompier en coulisses? En coulisses, oui. En France, au cas où tout est inifugé, les rideaux, tout ça pour le feu, mais il y a un sapeur-pompier qui est là, debout, en coulisses, au cas où il y aurait un feu.
Ah ouais? Non, Toutes les représentations en France, à Paris, sont comme ça. Ah ouais, tu non, sais, ça moi, va. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey, là, C'est ça. hey, Qu'est-ce je qu'il dis dit là, toujours à- lui? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Je dis toujours à Guillaume, si jamais je suis nerveux d'une entrevue, je me jette en bas de ma chaise. Là, j'ai failli, quand vous m'avez posé la question, le pompier en coulisses. Là, j'étais comme, j'ai-tu manqué un rôle? Ici? Oh, il y a pas de minute. OK, Ah. alors on fait ça et il y a un acteur qui tombe malade et on revient au Québec pour une série de spectacles à la Place des Arts. Et puis, l'acteur principal tombe malade et Yvan Canuel me dit, ben c'est Jean Duceppe, feu Jean Duceppe, le grand acteur Jean Duceppe, qui va le remplacer. Alors, tu as 3 jours pour lui faire apprendre son rôle et puis tu passes 3 jours avec lui. Tu sais, ouf, c'est quand même Jean Duceppe, là. Je passe ce temps-là avec lui, on roule la pièce. Quelques mois après, Jean Duceppe crée sa compagnie, la compagnie Jean Duceppe, et me demande pour être un des 2 directeurs de plateau, partir sur les grandes tournées partout en province. Alors, j'étais directeur de plateau à la Place des Arts. Et puis, ça, c'est un thrill particulier. Là. C'est toi qui commence le show, c'est toi qui donne les cues au gars du son, au gars de l'éclairage. Ça, c'est fascinant. Le show t'appartient, tu l'as tout devant toi. Tu vois, ça m'a emmené là, à faire ça. Alors, ça, c'est des beaux moments. C'est vraiment des beaux moments de carrière. Ça, tu vois, j'aurais aimé ça quand je te disais tantôt que je reviens de loin, mais que j'ai arbitré Moustique et jusqu'à Midget, je pense. Mais j'aurais aimé ça être un arbitre. J'aurais vraiment aimé ça être un arbitre au hockey. Avec un peu d'acting, il me semble que t'aurais été détesté, Yvan. Oui, je sais. J'étais un petit Van Elleman. Il me semble que le coach du national, habillé en zébré comme arbitre, il aurait pu faire des dommages. Oui. Ça marche pas ensemble. Mais justement, il faut tomber, c'est certain, dans les rôles marquants du Québec. Comment est-ce que Yvan Ponton se retrouve dans Slapshot? Ça, c'est... OK, c'est une autre longue histoire. Je joue les lundis soirs, on a les gars de l'Union des artistes, on a une glace, on a 1h30 ou 2 heures de glace et tous les lundis. Puis les gars arrivent, puis on se fait des équipes, puis on joue comme ça 1 fois par semaine. On va prendre une bière après, on va manger. Évidemment, la glace est vous connaissez ça, vous avez connu ça. La glace est à 10h30, 11h le soir. Fait qu'à minuit et demi, 1h, on va manger, tout ça. Ouais. On est, la plupart, beaucoup d'acteurs qui ne travaillent pas tous les jours, donc on peut se permettre de se lever tard le lendemain matin. Alors, on vit cette vie-là. Et justement, pendant que je suis en train de jouer au hockey avec les gars, je m'en vais en tournée avec la compagnie Jean Duceppe et je pars en tournée. Quand je reviens 2 semaines après, les gars me disent « Yvan, t'as manqué quelque chose. » Il y avait le directeur de casting de New York. Il y a Paul Newman qui fait un film sur le hockey, puis il cherchait des gars. Mais tu n'étais pas là, il est venu nous voir jouer. Tough luck, je n'étais pas là. OK. Un mois après, un appel de l'Union des artistes. Le même directeur de casting est là, avec George Rohill, le réalisateur de grands films avec Newman, Robert Redford, Butch Cassidy, The Sundance Kid, des trucs comme ça. Il est là. Puis là, l'appel, là, c'est un cattle call, OK? C'est l'appel pour tout le troupeau. Nous autres, quand on jouait au hockey le lundi soir, on avait de la misère à se trouver 12 gars. Là, il y avait à peu près 350 gars qui savaient jouer au hockey. Tout le monde savait jouer au hockey. Tout le monde savait jouer au hockey. Universal Pictures, on s'en va à Hollywood. Hey, on ne manque pas ça. Alors, j'y vais, et puis ça passe. D'ailleurs, je pense qu'on m'a demandé comme joueur, on m'a demandé d'engueuler un arbitre. Alors, j'ai fait ma petite improvisation. Et le lendemain matin, il est 8 heures et je reçois un coup de fil et le directeur du casting me dit « Je suis avec M. George Rohill, on est au Ritz, on a un vol à 10 heures, on a bien aimé ce que tu as fait hier, on aimerait ça te revoir. Est-ce que tu es libre pour venir? » Yeah, sure, c'est sûr que je suis libre pour venir. Alors, je m'amène là et puis on parle et puis on regarde un peu des choses, la scène. Et puis, OK, bye, don't call me, we'll call you, hein? Alors, j'attends un autre bon 2 mois et puis finalement, on m'envoie des papiers, on communique avec moi.
Puis on me dit, là, il faut que tu nous envoies des papiers comme quoi tu as déjà joué au hockey, dans quelle ligue, avec des photos, tout ça, parce qu'il ne fallait pas que je prenne la place d'un acteur américain qui aurait pu jouer au hockey, même si le personnage était Jean-Guy Drouin, un bon Québécois. Mais ça, c'était dans les normes du syndicat et tout ça. Alors, j'ai fait ça, et puis je me suis retrouvé justement comme ça en Pennsylvanie, à Johnstown, en Pennsylvanie, pour jouer dans Slapshot. Puis je vais continuer mon anecdote parce que c'est quelque chose que j'aime parler parce que faut dire encore une fois, Paul Newman, c'était mon idole avant de le connaître. Là. Ah ouais? Tous les films de Paul Newman, for me, he was the guy, you know. Est-ce que c'est encore l'idole? Ah oui, Paul Newman pour moi. OK, non, c'est bon. Des fois, on rencontre nos idoles et on est déçus. Ouais. C'est correct. Je vais te raconter. J'arrive au desk, je fais mon check-in, tout ça. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. Il y a un gars qui a les cheveux mouillés, il est dans un peignoir, il est à côté Sylvain. Puis là, je rentre, puis là, fuck, c'est Paul Newman. Je fais tellement pas lui dire Hey, hi, Paul, how are you? We'll be in the same movie, you know. Je me suis juste tassé à côté de lui, le plus petit possible, puis j'ai monté au 5e, j'ai rien dit. J'allais être là avec mon idole, puis j'y fais face en rentrant à l'hôtel, tu sais. Fait que voilà, c'est comme ça que c'est écrit. Est-ce que c'était intimidant bon. pour un jeune Québécois d'arriver dans ce monde-là, justement, en anglais puis tout? Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé ma carrière, tu rentres dans le vestiaire, les gars te parlent en anglais, c'est comme oh, OK, là. Là, c'est no joke, là, comme on dit. Là, tu cherches tes mots pas à peu près. C'était-tu stressant, ça? Mais oui, j'avais quand même une bonne base d'anglais, mais oui, c'est ce qui était stressant, c'est juste les premiers moments de tournage. Là, la première fois que la caméra est sur toi, là, parce que, je veux dire, tu as toute l'équipe technique en arrière, là, ils sont à peu près 70, là, puis tout le monde te regarde. Là. C'est vraiment un moment stressant. Mais ça aussi, ça a été un bon moment. C'est un traveling que vous pouvez voir au début du film, là, où on présente tous les joueurs. Ouais. Il y a quelqu'un qui crie à J.J. Drouin, là, il y a une fille qui crie. Et là, moi, il faut que la fille n'est pas là, évidemment. Vous savez quand même ce que c'est que le cinéma maintenant. Ouais. La fille n'est pas là, il n'y a personne, là, mais il faut juste que je fasse, pendant que la caméra passe, que je fasse une réaction. Tu sais. Et là, je le fais, et puis là, le réal fait OK, cut. Tu sais. Et là, il fait OK, guys, this was first take of the day. Tu sais. OK, merci. J'ai pas eu besoin de 15 prises pour celle-là. Tu sais. Là, la glace était brisée, ensuite, c'était vraiment parfait. Puis, quand je t'ai dit que j'aimais toucher à tout, j'avais pas grand-chose à faire dans Slapshot. Je pense qu'en 3-4 jours, avec les locations, on aurait pu me tourner ça, puis j'aurais été fini, mais j'ai été là 2 mois et demi, je pense. Parce que pour eux, c'était très lourd. Hein? Pour eux, Hollywood, c'était comme un premier film sur glace. La caméra sur glace, les traîneaux, puis c'était toute la grosse machinerie à l'époque. C'est pas caméra à l'épaule comme maintenant. Là. Alors, c'était long, c'était très, très, très long, tout ça. T'sais. Alors, moi, j'avais beaucoup, des fois, j'étais comme 2 semaines où j'avais pas de tournage, mais j'appartenais à Universal Pictures, j'étais payé, il fallait que je reste là. Alors, ce que je faisais, c'est que là, je regardais, Newman, il travaille demain. Donc, je m'en allais dans un coin, je regardais comment Newman travaillait, je regardais comment le réalisateur travaillait. J'ai appris énormément comme ça. Ça a été une école incroyable. Au moins, Johnstown a l'air d'une belle ville. C'est beau, Johnstown. Tu connais Johnstown, vous autres? Non, moi, j'ai pas eu la chance d'y aller. Non. Je pense pas. Les gars nous disaient, parce que tous les gars dans Slapshot, tous les figurants, c'est des gars qui jouaient pour les Jets, right? Ouais. Et les gars, à 7 h le matin, ils nous disaient Hey guys, you come to the game tonight, there'll be a big brawl. Les gars, ils savaient déjà qu'ils allaient se battre. Ouais, c'était que ça. Mais c'est ça, ma prochaine question, c'est ça. Est-ce que c'est dur de croire que ce show-là a une histoire de fait vécu? Tu sais, c'est une vraie équipe qui ont suivi et qui ont bâti ce film-là. C'est dur de croire ça quand même. Oui. C'est la sœur de Ned Dowd, celui qui joue à Oglethorpe à la fin. Là. Oglethorpe. Ouais. C'est sa sœur qui a écrit le scénario. Elle est venue le visiter une semaine. Il l'a emmené au game, elle a vu ça, il y a quelque chose à écrire là-dessus. C'est elle qui a écrit le scénario et qui l'a proposé à Universal Pictures. Mais c'était vraiment ça. Je veux dire, les gars qui avaient du talent,
qui aurait pu justement monter pour la Ligue nationale. Quand il scorait un but, il ne levait pas le bâton dans les airs. Il se protégeait comme ça parce que si tu scorais un but puis tu étais prometteur, tu mangeais un cross-check d'en face. C'est la Ligue fédérale. T'as pas eu le choix. Évident. Et il venait jouer avec les Jarreaux de la Beauce. Les gars faisaient 12-14 heures d'autobus pour aller se battre. C'est cœur, hein? Ah, c'est malade. J'ai vu la demi-finale avec Utica. La demi-finale, les Jets l'ont gagné par défaut parce qu'il y avait un petit picosseux là, qui dardait tout le monde, un petit baveux. Il jouait avec un full face. Il était à peu près le seul à jouer avec un full. Et donc, personne ne pouvait le snapper. Fait qu'il y a un SMAT, un cerveau des Jets. Il a trouvé l'affaire, lui. Il a dit, on va le pogner à la période d'échauffement, on va le pogner avant game. Les deux équipes étaient là, personne n'avait de casque. Alors, ils se sont mis trois. Il y en a un qui est venu devant lui, pendant qu'il patinait, il a fait « fuck you » comme ça. Il y avait deux hosties de beef, les défenses en arrière, ils ont sauté dessus. Ils l'ont arrangé, là. Ça n'a pas d'allure. Il n'y a pas d'arbitre sur la glace, la game n'a pas commencé. Les arbitres sont arrivés, ils n'ont pas lâché. Les polices sont arrivées, ça n'avait plus de maudit bon sens. Là, tout le monde est rentré au vestiaire, on a attendu à peu près 20 minutes. Et là, l'annonceur maison a dit « Utica default la demi-finale, les Jets sont en finale. » C'était écœurant parce que, tu sais, quand tu penses, les frères Hanson, quand la police attend dans la porte, ouais. Il y a eu la brawl, les polices attendent, il y a l'hymne national. Tu sais, c'est fou de dire, ce film-là, c'est un fait vécu. C'est comme, ça n'a aucun sens. Oui. Ah non, aucun sens. Puis moi, je me rappelle parce que je suis gros comme un clou, tu sais. Et puis là, c'est quand on joue justement contre le Oglethorpe et tout ça, là, tu sais, tout le monde se bat, là, Ouais. on a peur. Là, puis, fait que là, il dit, on a chacun nos hommes, puis là, il dit, OK, on fait le face-off sur action. Il n'y a pas de face-off, c'est la bataille qui commence. Fait que, moi, j'ai un élastique de beef devant moi. Action! Le gars, il me snappe les deux épaules comme ça, il me snappe les deux bras, puis il me pogne à la gorge. On est 3-4 à se faire ça. Joyce Royal dit, OK, cut. Il dit au gars, OK, you guys, remember something, I need these guys tomorrow. Puis le gars, il joue pour vrai. C'est incroyable. Puis là, la sortie de ce film-là, ça devait être quelque chose de le voir en anglais, mais quand c'est sorti en français, là, ça me semble que ça a pris un autre coche plus vulgaire. Oui, c'est justement parce que c'était le premier doublage en québécois, ça. Hein? Il y a toute l'histoire du doublage ici. Et s'il n'avait pas été doublé comme ça, je veux dire, ce film-là est un film, là-bas, il est coté comme série B aux États-Unis. Il a marché du côté du Minnesota, qui est il y a du gros hockey, Minnesota. Il a marché du côté de Boston. Mais ensuite, ça s'est perdu. Mais ici, c'est justement... Et le film est, à mon sens, meilleur. On peut l'apprécier tellement plus parce qu'il est doublé en québécois. Parce qu'il est bien plus savoureux. Ah non, il y a des passes, là. Oui, mais c'est parce que le film, il sort dans les marchés de hockey quand même, parce que je joue au hockey à Berlin cette année. Moi, je viens d'arrêter. Puis même en Allemagne, le film sort en Autriche. Il y a des marchés de hockey. Oui. Les gars regardent ça en anglais. Tu sais, c'est Max, quand même il dit ça comment en allemand? Ah, j'ai pas retenu aucun mot en allemand. Yvan Ponton, il dit ça comment? Il y a bien des R. Je ne sais pas, ça doit être... je me souviens, c'était quoi donc? Ah oui, c'est ça, je me retrouve à Paris quelques temps après. Le film sort à Paris. Et puis, je marche et puis je vois l'annonce du film, mais tu sais, comme distraitement, comme ça. Là, il me semble que je vois la tête de Newman. Alors, je me retourne. Fuck, c'est Slapshot. Mais là-bas, ça s'appelait La Castagne. La Castagne. Ça, c'est le titre de Slapshot. Oui, ça, c'est le titre de Slapshot. C'est moins intimidant. Le titre de lancer compte, c'était Cogne et gagne. Cogne et gagne. Et là-dessus, j'en ai une très bonne parce que ça a été traduit en français. Il semblerait que les Français n'ont pas d'oreilles. Ils ne sont pas capables d'entendre ce qu'on dit. Nous, oui, mais eux autres ne sont pas capables, en tout cas. Dans une scène où je dois choisir, dans l'enseignement, je dois choisir entre Lambert et Mercure. Puis la journaliste Linda Imbert dit, t'as-tu fait ton choix, genre, tu sais? Puis je lui dis, I'm having just a hard look, something like that. Alors là, je m'en vais à Paris et le film est lancé, la télésérie est lancée.
on nous reçoit sur les plateaux. Et voilà, ici, c'est Jacques Mercier qui joue l'entraîneur, n'est-ce pas? Et, et on va écouter une séquence, on va écouter un extrait du film. Alors, ça passe, c'est cette scène-là. Et elle me dit donc, alors Jacques, tu as fait ton choix maintenant entre Lambert et Mercure. Et là, le gars qui ont pris pour traduire, il regarde et il fait, t'aimerais bien le savoir, ma cocotte. Alors, j'avais une bonne nasillarde et le gars, il parlait comme ça. C'était le coach du national. J'aimerais bien le savoir, ma cocotte. Il me semble qu'il fait moins peur un peu. Il fait pas mal moins peur, puis c'est comme un peu une déception. Tu dis, Ouais. voyons, it's not the real thing, là. Come on, guys. Ah non, c'est bon, tabarouette. mais admettons qu'on fait 2 mois de tournage de Jacques Mercier. Il doit rentrer à quelque part dans notre vie personnelle. Ça doit être dur de jouer Jacques Mercier sur du long terme. Écoute, je vais te dire une chose. Encore une fois, c'est un déclic. Je te parlais de mon déclic d'arbitre, Mélanie. Quand j'ai fait le conservatoire de théâtre, j'étais, nous autres, de la dernière cuvée avec des professeurs français. Donc, on travaillait des tragédies classiques, là, les Molières, Corneille et tout le tralala. On travaillait des boulevards aussi, de la comédie, mais française. Et donc, j'étais chercher là une culture française. Très bien. Mais jouer quelque chose en étant nord-américain, ça me manquait. Puis, je trouvais ça, c'était l'époque des films, des western spaghetti. Tu sais que Sergio Leone, Le Bon, la Brute, le Truand, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'était tout le western américain, mais revisité par des Italiens. Ah, puis vous êtes un fan de western, d'ailleurs, hein, si je me trompe. Oui, je suis un fan de western, oui. Et d'ailleurs, je m'étais dit, à un moment, ça m'est passé, j'aimerais ça comme acteur, jouer comme il joue au cowboy, si tu veux. Tu sais. Et puis, alors, donc, j'avais été élevé en français et la plupart du temps, c'était « Non, c'est pas bon, non, tu joues comme un cochon, non, c'est parti, non, c'est pas... » C'était toujours à la négative, tu comprends? Je fais « Ah, colique, tu sais. » Puis c'était très rare qu'on nous disait que c'était bon. Là, je m'embarque là-dessus sur lancer compte. Au moins, là, c'était un univers que je connaissais. Puis, je trouvais les Américains tellement bons parce que je disais, ils parlent de leur hamburger, ils parlent de leur hot dog, ils parlent des affaires qu'ils connaissent, tu sais, dans tous les films. Moi, je ne pouvais pas parler de quelque chose qui se passe à Paris ou qui se passe à Bordeaux ou tout ça. Je n'ai jamais été là. Je ne connais pas ça vraiment. Comment est-ce que je peux être vrai? J'embarque dans lancer compte. Une des premières scènes de vestiaire avec un speech de coach, je me sentais bien, tu sais. Et là, j'ai commencé à culpabiliser parce que c'est pas comme ça que j'avais grandi, moi, là, à l'école de théâtre, tu sais. Je me sentais bien. Et là, il y a des gars qui sont venus me voir. Il y avait quelques gars là-dedans qui avaient joué pour les Capitals de Washington. Il y avait des gars qui disaient, hey, t'es bon, tu l'as. Vraiment, là, le deliver d'un coach, tu l'as vraiment. Ouais, j'ai fait, ouais. Et là, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre que j'étais en train de faire quelque chose que je connaissais viscéralement. Tu comprends? Je savais ce que c'était une patinoire. Je savais ce que c'était. Le style Jacques Mercier, là. Je m'excuse, Yvan, là, mais le style Jacques Mercier, là. Il est bon en tabarouette, le Jacques Mercier. Puis la chose que je ne connaissais pas, c'est là que j'ai connu Michel Bergeron, la chose que je ne connaissais pas, parce que, tu sais, si tu joues un chirurgien, par exemple, tu ne peux pas juste jouer le texte. Il faut qu'à un moment donné, tu trouves la façon, la manière de t'en aller dans une salle d'op, puis voir comment est-ce que ça se passe, puis comment est-ce qu'on passe les instruments, puis le rapport avec le personnel et tout ça. Moi, au hockey, je connaissais tout, comme vous autres, vous connaissiez tout, mais ce que je ne connaissais pas à l'époque, c'était le bureau du coach. Parce qu'il faisait ses trucs après les pratiques, il faisait ça avec les gars qui étaient sur le beat. Ce n'était pas des caméras comme aujourd'hui. Donc, c'était à vase fermée, circuit fermé. Michel Bergeron m'avait donné le droit d'être juste dans le coin en arrière et d'écouter comment ça se passait. Tu sais. Wow. Ça, mon vieux, c'était une nourriture incroyable. Tu comprends? Je le voyais, la casquette un peu devant. Des fois, il n'enlevait pas ses patins. Il avait les 2 pieds sur le bureau. Il répondait aux gars. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Blablabla. Tu sais. Fait que ça a donné une substance incroyable pour le personnage.
Ah, C'est incroyable. Je veux savoir, moi, du côté anglais, côté Slapshot, tout ça, est-ce que c'est déjà passé dans l'idée d'aller aux États-Unis, d'être acteur là-bas, ou ça n'a jamais passé proche? Non, ça n'a jamais passé proche. Je n'ai pas été vraiment attiré par ça. Et puis, c'est drôle, il y a un des patrons de RDS qui savait évidemment d'où je venais. Et il m'a dit, il m'a posé la même question à peu près, Maxime. Puis il me dit, j'ai dit non, j'ai jamais été vraiment attiré. Pour moi, c'était gros, cette affaire-là, là, tu sais. Ouais. Il me dit, écoute, Yvan, il dit, tu m'as dit, t'es bien mieux d'être un gros poisson dans un petit bocal qu'un petit poisson dans un gros. J'ai trouvé l'image très, très belle. C'était sharp. Comment est-ce qu'on se détache d'un personnage aussi marquant? Tu sais, Jacques Mercier, il a marqué le Québec. Là. On est en 2021, puis les gens... Mon gars a 12 ans, puis j'ai écouté Lancer compte avec lui du départ de l'année passée, puis ils écoutaient quand j'étais pas là parce qu'ils trippent. Comment est-ce qu'on se détache de ça, je m'en Ben, on s'en détache. Si on n'a pas besoin d'un psychiatre, c'est facile de s'en détacher. C'est une job, quand c'est coupé, c'est coupé. Et puis, je veux dire, on passe à autre chose. On garde toujours une distanciation par rapport à ça. Tu sais. Je dirais que moi, la façon de travailler dans tous les trucs que j'ai faits, je me mets beaucoup, beaucoup à l'écart avant une scène. Je reste concentré. Juste suffisamment concentré pour ne pas brûler mon énergie, parce qu'au cinéma ou en télésérie, c'est très, très long. Mais je me mets toujours à l'écart, je rentre dans la scène comme il faut, puis après elle finit. Puis voilà. Ça doit être un feeling bizarre pareil, parce que ces séries-là, c'est quand même d'une certaine façon intemporel. Tu sais, ça pourrait être un succès pendant encore 100 ans. Tu sais. Le monde adore le hockey au Québec. Est-ce que ça va avoir besoin un jour d'être refait, ou on continue et on joue le même CD, la même cassette, parce que ça se démode pas, là, ces séries-là? Ben, c'est Régent Tremblay, encore du matériel, hein, beaucoup, beaucoup. Mais là, ces trucs, c'est juste que je veux dire, les budgets qu'on avait quand on a commencé ça en 87, 88, ben, ils sont diminués. Je pense qu'on avait 1,1 million pour faire un épisode en 87, 88. Et le dernier qu'on a fait, on avait 750 000 $. Fait que Régent, il dit, je peux même plus aller sur la patinoire, je peux plus faire des locations, tu sais. Il faudrait que ça se passe entre quatre murs dans un bureau. Ça, je veux dire, financièrement, ça n'a vraiment pas évolué au fil de toutes ces années-là. Okay. Alors, parce que c'est une série qui a tellement été marquante. Puis justement, tu sais, puis j'ai écouté des entrevues cette semaine que tu as fait ailleurs, puis je me disais, il y a un détachement, oui, mais il reste que justement, quand on est détaché, comment est-ce qu'on fait pour. Puis tu sais, je pense à la scène avec Lambert, tu sais, Lambert, Linda Hébert, il joue pas à soir, mais faut qu'il y ait de l'émotion, faut qu'il y ait quelque chose, tu sais, c'est pas juste, Chris, je rentre dans le bureau, puis j'ai beau m'être reposé, il y a de l'émotion avec ça, puis. Tu sais, comment est-ce qu'on fait? Puis c'est quoi la scène qu'il a fallu reprendre plusieurs fois que ça rentrait pas ou que ça marchait pas bien? Oh my goodness. Oh my goodness, my goodness. Je ne sais pas vraiment. Là, ce que tu me rappelles quand tu me poses cette question-là, c'est que, n'oublie pas que les 2 premières années, on tournait anglais-français. Alors, tu vois, comme le speech du coach quand il enlève le chandail à Lambert, ben, quand il est fini, c'est coupé. Puis là, c'est OK, guys, on l'a fait en anglais. Oh, ouais, alors dans ta tête, là, tu mets de côté tout le script, le scénario français. Donc, tout le monde parle en anglais? Oui, oui. Puis c'est un anglais qui passe assez, tu sais, comme. Je sais parce que les premiers doublages sur ceux qui ne parlaient pas. Qui ne parlaient pas vraiment anglais, le doublage était trop bien fait. Les gens au Canada anglais, eux autres, ils étaient habitués d'entendre Mario Tremblay parler anglais. Ils étaient habitués d'entendre le bleuet du lac Saint-Jean. Alors, donc, mais moi, mon anglais est comme un bon niveau approximatif, si tu veux. Alors, ça passait. Mais on tournait anglais-français. Fait que ça, c'est toute une discipline, oui. Fait que peut-être, Guillaume, que ça aide à prendre une distanciation. Ah, mais c'est bon, je ne savais même pas ça. Mais puis l'autre question qui me vient, comment est-ce qu'on se détache par rapport à notre personnage, par rapport à ses convictions personnelles? Je comprends que c'est un personnage, tu sais, puis la séquence qui me vient en tête, c'est le curé, que sa femme est à l'hôpital, puis si t'es pas capable de jouer, tu sais, comment est-ce que nos convictions personnelles doivent rentrer dans notre personnage?
Ouais, tu y vas à fond. Et puis aussi, des fois, tu aimes bien qu'il y ait un réalisateur à côté. Cette scène-là, elle était comme quand même correcte parce que on y va à fond. Moi, c'est ça que j'ai à délivrer, puis c'est ça que je donne. Par contre, quand je suis arrivé pour faire la scène avec le petit Jimmy, là, tu sais, à la Ouais. toute fin, là, moi, j'étais comme les joueurs, là, je veux dire, j'avais tellement d'émotions. Puis il était devant moi, le petit gars, puis il était tellement bon, le petit Jimmy, puis la façon de marcher, j'étais sur le bord des larmes. Là, Jean-Claude Lard, il est venu me voir, puis il a coupé, puis là, on va en faire une autre. Puis là, il est venu me voir, puis il me dit, Hey, toi, là, il y en a un ici qui braille pas, puis c'est toi. Il y en a un ici qui est tough, puis c'est toi. Laisse brailler les autres. Autrement dit, il m'a viré ça à l'envers, tu comprends? Et là, je vais être bon, OK. OK, c'est ça le job, ben, on va faire ça. Hein? Puis c'est ça que ça prenait, dans le fond. Si tout le monde se met à broyer dans cette scène-là, ça ne marche pas. Est-ce que pour acter de cette façon-là, on doit, d'une certaine façon, accumuler des émotions dans notre vie et être capable de les ressortir en acting? C'est ça? C'est très intéressant, c'est très intéressant, ça. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut dans notre vie, aller se printer des émotions, des choses que tu as vues, des choses qui t'ont touché. OK? Ma philosophie là-dessus, c'est qu'il faut que tu emmagasines ça. Par contre, si ta mère est morte la veille, OK? Puis que tu t'en vas, puis tu as une scène à faire où il faut que tu pleures, puis que tu te sers de ta mère qui est morte la veille, ça ne marchera jamais. Parce que tu ne l'as pas, tu comprends? Tu ne l'as pas évacué, cette émotion-là. Elle est encore trop proche de toi. Donc, elle est loin du personnage, tu comprends? Okay. Les émotions que tu as toutes emmagasinées, tu les sors comme dans un tiroir, puis tu vas les mettre à un personnage, avec des nuances. Tu les mets, ça, cette émotion-là, un personnage. Ton petit chien peut être mort, mais il y a 15 ans de ça, tu t'en rappelles encore tout ça, mais c'est évacué d'une certaine façon. Ça, c'est une des jobs de l'acteur, principalement, être capable d'emmagasiner des émotions. Ouais. Mais c'est une job assez complexe quand on y pense. Nous, on regarde les émotions, puis parce que des fois, puis en ce moment, le gros trend, c'est District 31, puis tu regardes les acteurs. Ouais. Comment il fait pour avoir une émotion en ce moment? Mais c'est exactement ça, c'est impressionnant. Mais moi, j'ai une question à l'inverse. Est-ce que ça arrive de vivre des émotions en tant qu'acteur, puis de les voir dans la vraie vie après, puis que ça allait aider de l'acter? Ah, ça, j'ai jamais vécu ça. Non. Elle est bonne ta question, mais j'ai jamais vécu. je deviens souvent compliqué, Yvan, après une couple de bière. Max, peut-être prendre un verre d'eau. Je te dis, quand j'ai joué Jean-Charles dans Les Boys, ben, je veux dire, moi, je suis hétérosexuel, OK? Et là, je suis Jean-Charles. Là, il faut que j'embrasse mon chum. Ouais, c'était une question que j'avais qui m'est... Ouais. OK, ben j'embrassais ma blonde. Okay. Jamais j'ai embrassé Guy Jodoin ou le personnage de Guy Jodoin. Je suis parti dans ce que j'ai ressenti, ce que j'ai comme émotion quand j'embrasse une fille, et puis je l'ai fait comme ça. Sinon, je n'aurais jamais pu le faire. C'est tellement... Faut que tu trouves des trucs. Des trucs. C'est tellement intéressant, je trouve ça. Puis justement, les boys, on a parlé de Slapshot, on a parlé de l'ancien compte. Comment les boys sont arrivés dans ta vie? Eh mon Dieu, il fallait que ça arrive, ça, les boys. C'est assez spécial aussi. Je suis dans ma vie, quand je vous dis que je touche à tout et tout ça, il y a eu 2 ans où j'ai touché à rien. J'avais été casté sur une télésérie et sur cette télésérie-là, ils ont à la toute dernière minute, ils ne se sont pas entendus avec le réalisateur. Ils ont changé de réalisateur et l'autre réalisateur a pris un autre casting puis je n'ai pas été pris. Puis dans ces grosses téléséries-là, ou souvent le cinéma aussi, c'est comme un courant d'énergie qui passe, puis quand tu ne l'as pas, ça fait un trou. Moi, ça a fait un trou de 2 ans dans ma vie, où ensuite de ça, tout ce que j'essayais, ça ne marchait pas. Des auditions proposées, des projets, ça ne marchait pas. Et je me suis retrouvé en Floride, et puis comme ça. Et puis, je reçois un téléphone de mon agent qui me dit « Hey, ça fait longtemps qu'on te cherche, toi, on te cherche. » Et j'avais vu peut-être 3-4 mois avant ça, j'avais vu dans le journal une série sur les boys, des ligues de garage et tout ça. Il est Colin, tu sais. Mais je m'étais dit, possiblement que je ne peux pas faire ça parce que Jacques Mercier est trop fort, puis, tu sais.
mais c'était quand même alléchant. Là, puis C'est quand même drôle qu'elle ait pensé. Jacques Mercier est trop fort, hein, on y fait le rôle est quand même assez à l'opposé, là. Oui, très, tu sais. Fait que, elle me dit, hey, on te cherche, on te cherche, on te cherche, tu sais. Fait que là, elle m'a dit, veux-tu appeler Louis Saya, le réalisateur? Elle dit, c'est pour les boys, tu sais. Ben, je dis, OK, j'appelle Louis Saya. Hey, il dit, ce personnage-là, ça fait assez longtemps qu'on le cherche. C'est Marc Messier qui me dit, ben, t'as pas pensé à Ponton? Ponton, il joue au hockey, Ponton, il patine, tu sais. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et comme, écoute, comme la LNI, comme Lancé Compte et les Boys, ça a été le début d'une aventure qui a duré des années, des années, des années. Et c'est Marc Messier qui me faisait remarquer ça l'autre jour. Il dit, tu te rends compte, il dit, on est à peu près les deux seuls au Québec à avoir touché à des choses qui ont duré 8 ans, 10 ans. Tu sais. C'est incroyable, ça. Lui a fait brou pendant que je faisais la LNI. On s'est retrouvés sur Lancé Compte, on s'est retrouvés dans les Boys. On a eu Marc Messier comme invité, puis on a eu Michel Charette aussi. Wow, il nous parlait souvent des anecdotes, mais là, je vais le dire en 2 phrases. À Chamonix ou Chamonix, je ne sais pas, esti. Mais ça a l'air que c'était incroyable le fun que vous avez eu là-bas. Puis j'aimerais ça entendre votre version. Ouais, moi, j'étais plutôt plus discret parce que quand les gars ils ont eu ce gros fun-là, moi, ben, j'étais rendu à Rome. Parce que je me suis retrouvé sur Chamonix, je me suis retrouvé sur 5 ou 6 jours où je ne tournais pas. Et donc, on est à la frontière. J'ai pris un vol Genève-Rome parce qu'il y avait un tournoi de tennis, le tournoi de tennis de Rome pendant cette semaine-là. Je dis, moi, je ne reste pas là, je m'en vais au tournoi de tennis, 1 heure de vol, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Ouais. Mais pendant que j'étais parti, il s'en est passé des belles. Michel s'en a raconté des belles. Les soirs de Miss France ou je ne sais pas quoi. Il ne vous a pas parlé de ça? Non, vas-y. On est intéressé de parler d'autres choses, mais celle-là. C'est pas Miss France, mais c'est Miss Chamonix. En tout cas, c'est un gros concours dans une salle. De ce qu'on m'a raconté, je pense qu'en plein pageant comme ça, Michel décide de rentrer sur scène et le monde se demandait qu'est-ce que c'était ça, mais non, les gars, ils ont brassé fort, mais ils ont brassé jusqu'aux petites heures du matin, bien souvent. Ouais. Fait qu'Yvan Ponton était pas loin de Jean-Charles dans ce show-là. Jean-Charles, oui, c'est vrai, oui, il allait pas les gars s'en vont dans du chalet miteux. Jean-Charles mange ses pâtisseries avec son nouveau chum. Exactement. Yvan, les gars font le party, Yvan, lui, est à Rome. J'adore ça. Oui, c'est ça. Oui. J'adore ça. Mais justement, quand on reçoit l'appel, t'as-tu pensé à Ponton, puis tu vois le casting, c'est un casting de fou. Là. Tu te dis, ce show-là n'a pas le choix de fonctionner. Ah, c'était merveilleux. Et les acteurs qu'il y a sur ce show-là. Ça n'a pas de sens. C'est une brochette d'acteurs et c'est une belle brochette parce que avec le temps, on a appris à se connaître et c'est que les gars, il n'y a personne qui tirait à la serviette, tu comprends? Les gars s'aidaient. Tu sais, comme tu as Pierre Lebeau qui sort des trucs, tu sais, au lieu de, qui sortait des mots, mais nous autres, tout le monde l'aidait parce que tu as des gars qui sont phonés là-dedans, là, tu sais. Les gars, ah oui, on en rajoute, tu sais. C'était vraiment le fun. On était vraiment together. Puis ensuite, on a fait des tournées de glace. On a fait des tournées les week-ends avec les boys. Fait que ça, je veux dire, c'était collé là. J'espère que Richard Goudreau est en train d'écrire un autre scénario et j'espère que ça va se faire. Il m'a donné le titre. Ça va s'appeler Ainsi soit-il. Avec, je ne sais pas. Tu sais. Mais justement, il y a les nouveaux boys qui s'en viennent. Y a-t-il une place pour Jean-Charles là-dedans? Ben, j'espère qu'il y a une place pour Jean-Charles. On verra bien. Jean-Charles. Je l'aime, Jean-Charles. Moi, Guillaume et moi, on serait prêts à juste vous suivre pour vous conduire si jamais vous buvez trop, n'importe quoi. Juste suivre le crew. Mais ça me semble que ça a l'air intéressant. Juste faire je nous connais, Max. D'après moi, c'est nous autres. C'est Yvan qui va nous conduire. Ouais, vous retrouveriez beaucoup de choses que vous avez connues. Alors, on retrouverait quelques saisons de Lancé Compte. Régent, on l'a aidé quelques fois, je pense, dans nos années aux Canadiens. Mais justement, c'est quoi là-dedans? T'sais, on a parlé de tennis, LNI, puis il y a d'autres choses qu'on n'a pas effleurées. C'est quoi qui te rend le plus fier dans ta carrière jusqu'à maintenant? Ce qui me fait toujours tellement chaud, c'est pas nécessairement fier par rapport à ce que j'ai fait. Ce qui me rend le plus fier, c'est quelqu'un que je croise dans la rue puis qui me dit Hey, salut Jean-Charles, ou qui me dit Hey, c'est peut-être pas mal bon, hey, c'est bon ce que tu fais. Ça vraiment, c'est une
Pour moi, c'est les plus beaux, les plus merveilleux remerciements que c'est encore plus cher qu'une statuette, tu comprends? Ouais. Ça c'est vrai, c'est les affaires vraies. Tu sais. Les affaires tellement vraies que quand quelques semaines après la première diffusion de Lancer Compte, quand on enlève le chandail de Lambert, ce soir-là, je suis au Colisée, je suis à la galerie de la presse, puis j'ai un ami qui est en bas. Je lui dis, on va se recroiser au deuxième étage. Tu fais un bout, puis je descends un bout aussi. J'aurais jamais dû faire ça. Oui, les gens me reconnaissaient, mais je pogne deux gars qui me collent sur le mur. Les gars, ils avaient bu, là, j'étais chaud. Là, toi, mon sacrement d'hostie de Mercier, on va te la péter ta gueule. Ouais, ils l'avaient pris au premier degré, eux autres. Eux autres ne comprenaient pas que c'était de la fiction. Hein? Est-ce que, en terminant, Yvan, est-ce que tu as encore. Ça fait quelques années qu'on est supposé se rencontrer à ton tournoi de golf. Est-ce que ça va avoir lieu? Comment est-ce que. Qu'est-ce qui se passe? Puis cette année, moi puis Max, on va y aller si on est capable. Chouette. Ben, je me croise les doigts. Je ne sais pas si ça va être cette année. Et tu sais, la grosse difficulté en ce moment, c'est de trouver des commanditaires. Hein, pour tout le monde est un peu frileux et puis c'est tellement normal. Puis on ne sait pas. Moi, j'ai bon espoir de tout ça, Guillaume et Maxime, pour 2022. Moi, je pense qu'on va être libérés de ça dans un an. Là. On va commencer à respirer. Parce que ça fait combien d'années que tu fais ton tournoi de golf? 6 ans au moins facile, je pense. Oui. C'est où le tournoi? Maintenant, les dernières années, il est au club de golf de Joliette. Hein. Oh, bon terrain, club, ça. Manicuré, tellement beau, et un vieux club. Tu sais. Es-tu de la Rive-Nord? Non, moi je suis Farnham? Je suis né à Farnham, OK. mais je veux dire, on a une maison à Joliette. Okay. Alors, Maxime et Guillaume donnent la parole que 2022. Parce que Maxime est de la Rive-Nord aussi, hein? Puis j'étais allé à l'école à Joliette, moi. L'Académie Antoine Manceau, c'est là que j'étais allé au secondaire. Oh, good. Alors, on sera là. Faut faire ça, Yvan. Faut faire ça. Ça fait quelques années qu'on ne se rejoint pas, mais il faut le faire. Puis, merci d'avoir pris le temps, honnêtement. T'as tellement d'anecdotes. Merci. Puis on est désolé pour le retard parce que à la poche bleue, on le sait, là, avoir des entrevues, puis ça, c'est quand même compliqué. Puis quand on a quelque chose, on veut pas l'arrêter en plein milieu, puis on s'excuse énormément. J'ai vu que je m'en allais en prolongation, les gars. Non, mais je veux juste être certain que ça ne soit pas perçu comme un manque de respect. Non, c'est pas un manque de respect du tout. Puis espérons qu'à soir, le Canadien va y aller aussi parce qu'on a besoin d'un point. Mon dos, as-tu besoin? Oui. On a besoin juste d'un. Ça, c'est le premier match contre les Flames ce soir? Non, ce soir, c'est encore les Oilers. OK, les Flames s'en viennent après. Les 3 prochains matchs des Flames s'en viennent. Donc, on te remercie. On s'excuse encore du retard. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bye-bye. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye, Yvan. Bye.